Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes dans l'émission Afrique demain, Afrique de futur et Afrique d'aujourd'hui. Et cette Afrique d'aujourd'hui, on aborde un sujet important, un sujet qui revient souvent au niveau de l'actualité. On voit le terroriste qui occupe les terrains médiatiques ou politiques également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que ce monde, ces ramifications des États, comme on l'appelle, islamiques, envahissent nos cultures, envahissent nos maisons, envahissent nos États. Et les États africains, aujourd'hui, sont dépourvus de force pour combattre ces groupes terroristes qui sévissent en Afrique. En Afrique, on a découvert aux alentours des 13 groupes islamistes qui sévissent. Pour en parler de ces cas exceptionnels qui touchent l'Afrique, qui touche le monde civilisé, nous avons des invités sur ces plateaux. À ma droite, nous avons le général officier de l'armée, général de la gendarmerie, monsieur Jean-Louis Esquivier. À ma gauche, nous avons Mohamed Abba Ould Sidi Ould Jelani, qui est bien entendu président de l'Institut Sahel Expertise et Conseil. Pour en parler, je commence avec le général. Dites-moi, quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé hier en France, on voit un prêtre égorgé dans une église, pour vous, ça vous inspire quoi? Une grande tristesse d'abord, très grande tristesse. Et je pense là qu'on est arrivé, et ça c'est une impression vraiment personnelle, on est arrivé à un point d'inflexion dans le terrorisme qui est peut-être comparable au point de vue mental et spirituel au choc du 11 septembre 2001. Difficile à expliquer, mais moi je le ressens comme ça. Et je pense que c'est quelque chose peut-être dont on va pouvoir tirer des enseignements, même au niveau des religions. Donc c'est très important. Alors, simplement, je dis ça, je précise. Je suis rentré dans l'antiterrorisme avec le président Mitterrand il y a maintenant 35 ans. Donc j'ai 35 ans, j'ai été sur le terrain, bien sûr, mais maintenant je suis totalement spéculatif. Je réfléchis à ce problème parce que je considère que c'est l'affaire de tout le monde. Et je vous félicite d'aborder ce problème, c'est l'affaire de tout le monde. Et il faut voir ce problème d'une façon totalement géostratégique. Pas se focaliser sur un lieu, mais dire que c'est un ensemble, où l'ensemble du monde est concerné. Et il faut le voir par cette lunette. Par cette lunette. Alors, lunette africaine, pour vous, comment voyez-vous cette affaire du terrorisme quand on voit que la France peine à éradiquer les terrorismes? Alors l'Afrique, c'est sous antipode de cela. L'Afrique est victime du terrorisme comme l'est la France aujourd'hui, et c'est regrettable. À la différence que en Afrique, nous n'avons pas inventé le terrorisme. On n'en est pas responsable, qu'on soit musulman du Nord ou de l'Afrique ou d'autres cultures africaines. Le terrorisme récent est inventé par une intervention étrangère dans le monde musulman qui a commencé par l'Afghanistan et qui s'est déroulé vers l'Irak, puis vers la Syrie, puis vers la Somalie, 1994. Ça a commencé, je pense, en Afrique la première fois en 1994, là-bas, plus tard en Algérie, puis le Mali, puis aujourd'hui la Libye. Donc, l'Afrique est victime de ce terrorisme, mais l'Afrique a un certain degré de responsabilité elle n'a pas su gérer les différences ou pas les conflits, plutôt les différences des sociétés dans chaque État-nation africain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des frustrations qui n'ont pas été bien gérées, sur lesquelles s'est transposé
ce conflit géostratégique que le général Esquivier nommait tout à l'heure, et à juste titre, c'est par là que l'Afrique peut avoir quelque chose ou un début de solution. Gérer les conflits internes à l'Afrique pour ne pas permettre à l'opportunisme terroriste de s'imbriquer avec sur ce climat-là de marginalisation ou de frustration locale. Alors, on peut considérer, par rapport à l'intervention de la France en Libye, avec la résolution 1973, et la France n'a pas quelque chose à se reprocher par rapport à cette affaire. Aujourd'hui, on voit, il y a un bastion de l'État islamique à Sirte. Alors, c'est une question piège, mais je vais y venir. Mais ne fouillez pas la question, mon général. Non, je ne lis pas la question, mais je rebondis un petit peu sur ce que Mohamed a dit, qui est à mon avis important. C'est vrai qu'il y a une poussée, et si on veut faire de la géostratégie, il y a une poussée djihadiste, une poussée qui n'a rien à voir avec la tradition africaine. Là-dessus, moi, j'ai une idée, j'ai une conclusion, si vous permettez, à la fin. Mais à la fin. Mais en fait, ça fait partie géostratégiquement d'un enjeu. C'est-à-dire que vous avez les grandes puissances aussi qui sont sur l'Afrique. Et elles sont, à mon avis, à même échelle que le terrorisme. Les grandes puissances veulent se prendre l'Afrique. Et il y a une rivalité. Et la question est posée, et ça, ce n'est pas de la langue de bois, de dire, je ne vais pas nommer, mais les grandes puissances, dans quelle mesure elles ne laissent pas faire certains désordres, certains conflits en disant, bon, pendant ce temps-là, on fait nos affaires. Donc, responsabilité des grandes puissances en Afrique. Ça, c'était pour prolonger l'analyse de Mohamed. Alors, la deuxième question, alors là, elle est un peu embarrassante pour moi, parce que je suis un général de l'armée française et je suis toujours aux ordres et de mon ministre et du président de la République. Alors, j'entends bien que les autorités libyennes ont protesté contre la présence des Libyens, mais des Français. Il y a eu des manifestations encore là. La semaine dernière, encore cette semaine encore. Tout le monde sait que actuellement, on ne sait pas qui commande véritablement la Libye, qui est l'homme fort, qui n'est pas l'homme fort. Et je pense que si les Français, et paix à leur âme, à ces pauvres 3 garçons qui sont morts, s'ils ont été là-bas, c'est pas fatalement sur l'idée du ministre de la Défense ou du président de la République française. Il doit y avoir un accord, peut-être international, et en tout cas avec une des parties de la Libye. Alors, la France est là pour le pétrole, pour récupérer cette zone de pétrole de Benghazi. Moi, j'en suis pas là. J'en suis pas au pétrole. Je pense que... Alors, j'ai une vision plutôt lyotéenne. Alors, je peux être critiqué, mais j'ai plutôt une vision lyotéenne. Je pense que on fait partie des puissances, on ne fait pas partie des grandes puissances. Les grandes puissances qui se battent pour l'Afrique, elles vont chercher le pétrole et les ressources. Nous Français, il y a Total, d'accord, mais je ne pense pas que la priorité soit fondamentalement la recherche du pétrole. J'ai un fils, moi, qui est militaire et qui m'apprend beaucoup de choses. Et vous savez, les morts au Mali pour nous, c'était un bon retour par rapport à tous les Africains qui sont morts sur le sol français pour le défendre. C'est un peu naïf peut-être, mais je pense qu'il faut cultiver cet aspect des choses. En fait, voilà. Cet aspect des choses. Alors, l'aspect des choses qui est essentiel aujourd'hui, vous allez répondre à cela. Il y a, depuis le début de l'année 2015, à ces jours, il y a plus de 4523 attentats en Afrique. On dénombre, comme j'avais expliqué, près de 13 groupes terroristes. Comment faire pour éradiquer cela? Avec des drones américains, avec la force Barkhane, avec le Task Force qu'on voit au Nigeria, ou avec la force de Sangaris qui est stationnée en RCA, avec ces 15 000 hommes en Afrique de la France que vous allez répondre. Alors comment faire? C'est se positionner pour réoccuper encore les terrains à l'époque coloniale? Non, je ne le pense pas. La guerre totale a
démontré son échec. Patriots l'a essayé aussi en Irak et c'est un échec. Aujourd'hui, l'Irak est l'un des théâtres les plus chauds au monde. Elle est en train d'échouer malheureusement aussi en Syrie. Et même si elle sévit depuis 5 ans en Libye, c'est un drame pour les populations libyennes et africaines, ce qui se passe en Libye. Donc la guerre totale, avec les drones, avec quelques forces spéciales comme les 3 regrettés soldats français que... Ils sont que 3, pardonnez-moi de dire, mais c'est des êtres humains qui ont été tués, mais ils sont que 3. Mais si on dénombre, il y a quand même plus de 500 000 morts par an par rapport à tout ce qui est lié au terrorisme et aussi aux groupes armés. Oui, donc ça montre que par rapport aux 3 hommes et 500 000 morts en Afrique, c'est... Vous avez tout à fait raison. Généralement, les grandes puissances et les grands plateaux ne font pas la comptabilité macabre des victimes africaines et du monde arabo-musulman, mais ils s'émeuvent quand 2 soldats ou 3 tombent sur le champ d'honneur, commandés ou téléguidés par leurs forces politiques. C'est toujours comme ça. C'est regrettable. Alors, c'est toujours comme ça. Alors, dites-moi, je reposerai la question, une autre question au général Esquivier. Dites-moi, quand on attend le président George Bush dire aujourd'hui le monde est meilleur par rapport à l'époque où Saddam Hussein sévissait, est-ce que c'est de l'hérésie, c'est de la folie? Moi, je ne peux pas entendre ça. Je serais plutôt hegelien dans la formule, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on s'est amélioré, c'est qu'on a la capacité de juger ce qui était mal, ce qui était bien plutôt, il y a un siècle, et juger... C'est la déclinaison de ma question d'ailleurs. Hein. Voilà, on a la capacité de juger, de dire ce qui n'est pas bien. On peut aussi se tromper, mais enfin, on s'améliore dans la capacité. Est-ce que l'homme s'est amélioré ? Moi, là-dessus, je suis très girardien, dans le sens où je pense qu'on est dans le mimétisme de la violence, qui me permet d'ailleurs, entre parenthèses, de faire un éloge de quelqu'un qui a cassé à un moment donné la spirale de la violence, c'est Nelson Mandela. Voilà, un Africain. Un Africain. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe en Afrique, nous avons un document que nous allons suivre ensemble, afin de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans le théâtre des opérations en Afrique. Suivez avec moi cet élément. L'Afrique est-elle le nouveau bastion de l'État islamique ? En tout cas, c'est le résultat le plus dangereux de l'effondrement du pouvoir de Mouammar Kadhafi. Depuis la disparition du guide libyen en 2011, au terme d'une révolution devenue guerre civile, appuyée militairement par une coalition réunissant pays occidentaux, avec la France en tête, et les pays du Golfe, le Qatar en première ligne, et l'assentiment de pays voisins ayant un compte à régler avec le vieux dictateur de Tripoli. Comme le Soudan, la Libye a explosé. Affrontement entre les fractions, coalition à géométrie variable, État introuvable, un nouvel arrivant a montré qu'il menaçait de bousculer encore plus profondément le continent africain, l'organisation État islamique, dont l'apparition avait été formalisée par sa déclaration d'allégeance en novembre 2014, constituée également d'autres groupes en Algérie, en Égypte, en Tunisie ou au Nigeria, qui ont également procédé à la même baya, le serment d'allégeance. Fief de Mouammar Kadhafi durant plus de 40 ans, Sirte est devenu en quelques mois le sanctuaire en Libye du groupe djihadiste État islamique, à moins de 300 km d'une Europe inquiète de sa menace. Les forces reconnues par la communauté internationale ont chassé les djihadistes de leur bastion, de la ville de Fallujah ou de Benghazi. C'est l'épilogue d'une bataille qui aurait duré plusieurs mois et une défaite de taille pour le groupe État islamique et les autres brigades islamiques dans l'Est libyen. Mais que pense le peuple africain sur l'avancement des troupes de l'État islamique sur le continent ? L'État islamique, alors là vraiment c'est un peu dérangeant. Pour pouvoir vraiment combattre ces éléments-là qui sont réellement indésirables chez nous. Nous ne voulons vraiment pas d'un État islamique comme ça. La fusion est incompatible entre ces deux tendances qui ne sont pas du même bord. Et comme on l'a dit, c'est une diversion pour nous emmerder. Et puis on ne veut pas de ça de chez nous. Voilà.
On va mettre tous les moyens pour éradiquer ce problème et pour de bon. Comme ça s'est passé en 1963, on va éradiquer le mal à la base. Les présidents du continent africain promettent une guerre contre l'État islamique. Mais c'est sans compter sur le double discours de la communauté internationale qui a intérêt à entretenir ses ennemis. Il est certain que si la communauté internationale avait lancé 2 ogives nucléaires de forte puissance sur Mossoul et Raqqa, les 2 centres nerveux de l'État islamique, le problème aurait été réglé une bonne fois pour toutes. Mais la population locale, me diriez-vous? De toute façon, il n'y a rigoureusement plus aucun chrétien, yézidi ou musulman modéré dans ces 2 villes. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Demandez donc à l'OTAN et à M. Barack Hussein Obama. Monsieur Gilani, nous venons de suivre ce petit reportage. Quelle est l'information tirez-vous par rapport à cet élément qu'on vient de voir? Monsieur Roger, le premier enseignement que je peux tirer de cet élément qu'on vient de suivre ensemble, le terrorisme n'est pas né en Afrique, qu'il est venu se greffer sur le tissu africain. Bien sûr, il est venu se greffer sur des problèmes qui existent auparavant. Si on parle de la Libye, sur la dictature libyenne, on parle de l'Algérie, le coup d'État contre les élections. On parle du Mali, les frustrations des... Coup d'État contre les élections en 2011, 1991. En 1991. Très bien, avec la victoire du fils. Oui, très bien. La victoire du fils que l'armée n'a pas voulu et que la France mitterrandienne a soutenu, l'armée algérienne. Vous étiez bien aux côtés de Mitterrand, vous étiez aux commandes, vous étiez la cellule antiterroriste de l'Élysée. Oui. Vous allez répondre à cela, c'est une accusation grave à votre encontre. Je n'accuse, je dis seulement ce que j'en tire, c'est que d'abord, le terrorisme n'est pas né en Afrique. Ce n'est pas une fatalité. On peut s'en passer. On aurait dû s'en passer aujourd'hui, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il se greffe opportunément sur nos incapacités à gérer nos conflits internes. Pardonnez-moi, monsieur Gilani, alors je vais vous accompagner par rapport à votre argumentation. Alors, dans les Sahel, ça devient une zone à risque où ça profite de désordre entretenu. Je parle bien de désordre entretenu. Oui, il y a quand même par les grandes puissances, comme disait le général. Voilà, par les grandes puissances. Alors, il y a une ceinture sahélienne qui couvre entièrement une partie où l'entièreté de cette zone sahélienne. Alors, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, il y a le Nigeria, le Tchad, le Soudan, Cap-Vert, et après on regarde plus loin, il y a Djibouti, Éthiopie, et Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Est-ce que vous pouvez vraiment vous mettre en place une armée pour pouvoir combattre tout cela? Est-ce qu'il y a des moyens? Et quand on voit ce qui se passe en Irak, ils peinent à déloger l'État islamique de la zone de Mossoul. Je le disais... Vous répondrez à cela? Je le disais au départ, la guerre totale contre le terrorisme est un fiasco. On ne peut pas avoir une guerre totale de gagner. Elle a échoué en Irak, elle a échoué avant l'Irak en Afghanistan, elle est en train d'échouer en Syrie, elle échouera en Libye, elle échouera partout en Afrique si elle n'est qu'une guerre totale. Si c'est des tanks contre des mouches, c'est perdu d'avance. Par contre, nous pouvons avoir nos propres solutions. Essayer de trouver en Afrique les solutions aux frustrations locales. Gérer les conflits locaux d'une manière tout à fait africaine. On peut en cela être aidé par la communauté internationale. On n'a pas besoin d'une armée pour combattre 2 petits fous ou 3 petits fous. Mais on peut les isoler. Comment faire pour isoler? Et vous étiez à la cellule de l'Élysée. On a vu le film là. Je peux donner 2 remarques. La première, j'approuve totalement. Et à la limite, c'est le début de ma conclusion. Enfin, si on peut conclure. La conclusion, si vous voulez. Donc ça ne vient pas d'Afrique. On a imposé ça en Afrique. Et il y a des gens qui sont responsables. Bon. Et deuxièmement, deuxièmement, je peux pas. J'ai servi une arme nucléaire tactique. Ouais, on a parlé de l'arme nucléaire, j'allais aborder, allez-y. Et ça, je ne peux pas accepter l'idée de dire qu'on va bombarder Mossoul. Ça, c'est pas possible. Parce que de toute façon, ça aussi c'est girardien. On bombarde Mossoul, on va tuer 100 000 personnes, on va tuer 1 million de personnes.
mais il y en a 1 million derrière, qui ne sont pas forcément de Mossoul, qui sont d'ailleurs et qui vont vouloir venger ça. Ça, c'est, à mon avis, le nucléaire. Bon, on ne va pas aborder ce sujet, mais bon, ça, c'est pas bon. Mais deuxièmement, il y a un Africain qui dit on va les avoir à la base. Ça, moi, je crois à ça, et ça rejoint à ce que vous disiez. On va les avoir à la base. Ça peut être aussi l'objet de ma conclusion. Bon. Et alors, là, vous posiez une autre question, parce que je ne pouvais pas ne pas m'empêcher de réagir sur le film, qui est important, le film. C'est important que vous nous l'ayez présenté. D'abord, ça ponctue la discussion, et puis il y avait des éléments importants. Puis c'est là-bas, c'est en Afrique. Les gens, quand on voit Est-ce qu'il y a un regret d'avoir tué Kadhafi? Parce qu'il contenait quand même ces groupes. Oui, alors. Vous savez, il y avait des tribus qui se battaient entre eux. Et lui, il est venu, il a apaisé tout le monde. Oui. Il a essayé de contenir les gens. Il a donné du travail à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'espoir. Donc l'espoir, c'est quoi? C'est l'État islamique. Sans langue de bois, souvenez-vous de Chirac qui dit « je ne vais pas en Irak ». Oui. Avec le beau discours de notre ami aux Nations Unies, de Villepin. Ça, c'est gaullien. C'est gaullien, c'est-à-dire qu'il faut que chaque pays soit fort, bien dans sa peau, et il ne va pas embêter le voisin. La Libye, bon, la Libye, j'ai du mal à penser, mais encore une fois, je crois qu'il y a une responsabilité fondamentale des grandes puissances. Pourquoi pas de la France? Parce que la France était à la tête de cette opération avec l'OTAN, etc. Oui, pourquoi vous ne citez pas la France? Oui, si, je cite la France, mais on peut très bien pousser la France, par exemple, à exécuter une mission pour un autre, en lui disant il y a des élections, je ne sais pas quoi. Enfin bon. Moi, j'ai plutôt tendance à charger les grandes puissances qui jouent un jeu dans lequel ce jeu, la France est au même niveau que les pays africains. Même niveau. Alors, votre réaction par rapport puis contredisez aussi le général par rapport à ses propos. Moi, ce que je pense, c'est que la France a été l'instrument, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les Nations Unies ont été l'instrument de la France pour la déstabilisation du Nord africain et surtout de la Libye. De la France ou des États-Unis? Les Nations Unies étaient à voir ce qui s'est passé. Un 17 février déclenche ce qu'on a appelé une révolution ou le début d'une révolution. Le printemps arabe? Non, en Libye. C'est après le printemps. Oui, d'accord, les révolutions en Libye. En Libye et aux villes de l'Est, à Benghazi. Le 18 ou le 19, Kadhafi dit menacé, à la fin du mois de février, il menaçait les Benghazi de s'en prendre à eux. C'est un discours de CNN, hein. Ça a été démontré après que c'était un discours. C'était un faux. Il faudra tenir compte de cela. Donc il y a aussi le forme. Ce que je veux dire, c'est que le 17 mars, la France organise carrément un vote de la résolution des Nations Unies 1973. Et 2 jours après, l'armée opère en Libye. Je me rappelle que vous le citiez tout à l'heure, le 11 septembre 2001, Bush a fait 2 mois pour réagir sur l'Afghanistan. Pourtant, les États-Unis étaient touchés au cœur de leur symbole, à Washington et à New York. Ça a demandé 2 mois de préparation. Comment peut-on comprendre que l'armée si opérationnelle de la France puisse réagir en moins de 36 heures? Alors, aujourd'hui, on a discuté le 13 juillet dernier au Sénat sur la question, bien entendu, ce qu'on appelle les OPEX, les forces françaises. OPEX. On appelle ça globalement OPEX. Oui. Voilà, qui agissent en Afrique. Alors, ils disent que voilà, les Nations Unies, la France dit que les Nations Unies n'ont rien à faire en Afrique parce qu'ils sont là pour bénéficier que
des intérêts africains, puis de gens qui violent de femmes à gauche et à droite, enfin de casques bleus qui viennent là-bas, qui ne connaissent pas les terrains, qui ne savent rien de l'Afrique, et ils n'ont pas besoin d'être là. Il faut former les armées africaines. Oui. Moi, je crois à l'Afrique. Moi, je crois à l'Afrique à telle enseigne que je dis que cet extrémisme, ce radicalisme de la religion qui sévit actuellement dans le monde, dont l'Afrique est, je dis, moi, que c'est l'Afrique qui peut le réduire. Pas dans les 5 ou 6 ans qui viennent, l'Occident est au taquet, avec nos lois, avec nos décrets. On ne sait plus faire. Mais je pense que la solution peut venir d'Afrique. Nous arrivons au terme de notre émission. Je tenais à remercier nos invités. À ma droite, messieurs, bien entendu, Jean-Louis Excivier, général de la gendarmerie, et à ma gauche, monsieur Ould Jelani. Et de cette intervention, on a conclu à une seule chose, que l'Afrique doit avoir sa défense personnelle, sa défense avec l'aide de l'Union africaine pour que cette Afrique puisse s'en sortir de l'ornière. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.